Retour sur Radio LCF La Chine en français. Nous sommes toujours avec Sébastien Périmoni, membre du comité de conseillers de l'Union internationale pour la promotion du projet Une ceinture, une route. J'ai entendu parler du projet Transaqua de remise en eau du lac Tchad. Alors, Tchad, excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est alors ? Alors, c'est pour moi un des plus beaux projets qui va avoir lieu actuellement en Afrique. J'ai eu la chance d'être au Nigeria il y a 2 mois maintenant, où a eu lieu le lancement de ce projet. Donc, c'est un projet qui a réuni tous les pays de la région. C'est-à-dire que le lac Tchad, depuis les années 60, a perdu 90% de sa superficie. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà 2 millions de personnes déplacées. Les gens ont dû fuir la région à cause de la disparition du lac. 7 millions de personnes qui sont en malnutrition ou sous-alimentées à cause de la recul du lac. Et c'est cette région où s'est développé le terrorisme. Donc, c'est une région qui est devenue un des points noirs de la planète. Et rien n'a été fait. Plusieurs tentatives de projets avaient été faites à une époque, mais jamais n'ont été lancées. Et là, grâce à l'initiative du président Buhari du Nigeria, ils ont décidé de lancer un projet qui avait été à la base proposé par une société italienne, Bonifica, une société d'ingénierie italienne, qui avait travaillé justement en collaboration avec l'Institut Schiller et qui avait déjà été proposé dans les années 90, avant qu'il y ait cette crise très grave aujourd'hui de famine et de terrorisme. Et donc, les pays africains, aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a non seulement il y a la Chine qui est présente en Afrique, mais aussi la volonté des pays africains de se développer par eux-mêmes et pour eux-mêmes aujourd'hui. Donc, ils ont décidé de lancer ce projet de transfert d'eau interbassin qui consiste tout simplement à faire un canal, en fait, qui traverserait la Centrafrique, irait jusqu'au bassin du Congo, qui est une des régions où il y a le plus d'eau dans le monde, après l'Amazone en Amérique latine, et de prendre une portion de ces eaux, 5%, qui aujourd'hui ne sert à rien puisqu'elle est dans un cycle où elle retombe dans la mer, et d'irriguer toute la zone, de créer tout un canal de 2400 km pour re-irriguer le fleuve Chari et petit à petit revitaliser l'ensemble du lac Tchad, redévelopper une zone agro-industrielle et permettre à 40 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans la souffrance de réaccéder à un niveau de vie au moins décent et normal. Donc, non seulement ça permettra à cette région, mais ça fera un corridor, ce qu'on appelle un corridor de développement, One Belt, comme disait dans la traduction anglaise. Donc, une ceinture de développement qui traverserait la Centrafrique, qui est un pays aujourd'hui qui est vraiment dans une situation chaotique, et également dans le bassin à l'est du Congo, vous savez, où a toujours lieu un génocide dans le cadre du pillage des matières premières, et en particulier le coltan, d'amener du développement dans toute cette région sur 2400 km autour de ce corridor de développement. Donc c'est un des plus beaux projets qui a été lancé en Afrique. Donc les accords ont été signés entre le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et la Centrafrique, justement en février dernier, lors de cette grande conférence de lancement. Et malheureusement, encore une fois, l'Europe n'ayant pas voulu soutenir ce projet, mis à part évidemment la société italienne et l'ambassadeur italien qui était présent et qui a mis l'argent sur la table de l'Italie, ce projet sera réalisé donc par Power China, qui a une grande expérience, puisque c'est eux qui travaillent sur le projet de transfert d'eau sud-nord en Chine, qui a un petit peu le même type d'infrastructure, qui avait également réalisé le barrage des Trois Gorges, donc il y a une certaine expérience dans ce type de projet. Alors évidemment, c'est drôle de voir la réaction en Europe, puisque c'est vrai qu'en Europe, on a cette politique des petits pas en Afrique, c'est-à-dire finalement, on ne fait jamais rien, il n'y a jamais ces projets qui ont été réalisés, et des articles du Monde, des émissions sur France Culture, etc., qui parlaient de projets pharaoniques, que l'Afrique ne pouvait pas s'engager dans de tels projets. Le Monde a même dit en France qu'il était honteux que les Africains reviennent à cette politique des indépendantistes des années 60 qui consistait à vouloir lancer des grands projets en Afrique. Donc on voit bien l'hostilité en France de par cette politique de développement. Au lieu de dire, OK, gagnant-gagnant, l'Afrique veut se développer, on travaille avec la Chine, on travaille avec la Russie, on travaille même avec les États-Unis, les gens présents sur place, et on développe ce continent. Donc c'est une grande victoire, parce que c'est vrai qu'avec l'Institut Schiller, on avait travaillé sur ce projet depuis 15 ans. Moi, j'avais écrit mon premier article sur le Transaqua en 2005, donc vous imaginez. Donc le voir et être présent lors de sa signature, c'était un grand moment. Et donc, on peut espérer que dans les 10 à 15 ans qui viennent, ce projet sera entièrement réalisé. Il y a 15 ans... Vous n'aviez pas du tout misé sur la participation chinoise. À l'époque, non, pas du tout. On se battait et on se bat toujours, d'ailleurs, pour que la France, l'Europe participent à ce type de projet de développement. Donc, c'est l'Italie qui est en partie prenante.
Mais moi, je me bats pour que la France, évidemment, parce que c'est des pays francophones. Le Tchad, le Niger, la Centrafrique sont des pays francophones. D'ailleurs, leur monnaie est toujours une monnaie française, le franc CFA, qui est contrôlé par le Trésor public français. Donc voilà, donc on est bousculé, je dirais, dans nos précarés. Et donc, ça, c'est vraiment une des plus belles choses qui soit arrivée à l'Afrique cette année, dans le cadre de ce développement, justement, de ce nouveau paradigme. Quel rôle va jouer PowerChina dans ce projet? Déjà, là, la première partie, c'est la mise à jour de l'étude de faisabilité, dessiner le tracé, finalement. Et après, la partie réalisation, donc la mise en œuvre du projet concrètement. Voilà. Donc, comme ils ont fait les trains, comme ils ont fait d'autres barrages, et là, ils vont réaliser l'ouvrage. Donc, un engagement très fort de... Vous savez, la Chine, en 2000, avait 5 pays avec dont le pays était premier partenaire commercial. Aujourd'hui, c'est plus de 100 pays dans le monde. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, participe au développement du monde, et c'est bénéfique. Donc, rien qu'en Afrique, c'est 160 milliards de dollars qui ont été injectés dans les grands projets d'infrastructures africains depuis l'an 2000, par la Chine. Donc, c'est une révolution. C'est une révolution qu'on est en train de voir aujourd'hui. Évidemment. Comment ce projet sera-t-il financé? Alors, PowerChina, le gouvernement du Nigeria, le gouvernement italien sont tous copartenaires, sont tripartites. Et reste à déterminer la part que sera apportée par les autres pays concernés, la Centrafrique, le Tchad, le Niger, évidemment, et le Congo, où là, il y a encore des discussions en cours. Et là, qui sont plus des discussions d'ordre politique, parce que c'est vrai que la situation au Congo est encore, la RDC est encore compliquée, avec des élections qui s'annoncent, tout ça fait que c'est un peu plus lent. Mais pour l'instant, tous les pays, tous les chefs d'État qui étaient là, parce que 5 chefs d'État étaient présents, se sont tous engagés à financer et à réaliser ce projet. Mais pour l'instant, la France est toujours absente du projet. Et la France est toujours absente. Vous savez, je peux vous citer une citation de M. Gourdeau-Montagne que j'ai amenée, parce qu'il a été ambassadeur en Chine de la France. Et lui disait, concernant le projet Une ceinture, une route, avant de partir de son ambassade en Chine, il s'agit d'une politique stratégique avec une vision d'avenir, alors que les Français ne se rendent pas pleinement compte de son importance et des opportunités qu'elle peut apporter. D'une grande flexibilité, cette théorie s'applique à différents partenaires géopolitiques. Je pense que la France doit comprendre cette vision, s'adapter et en saisir les opportunités. Ce n'est toujours pas fait aujourd'hui. Malgré le discours de M. Macron, puisqu'il allait faire un grand discours à Xi'an, qui est la ville historique des routes de la soie. Le point de départ, le point de départ, nouvelles routes de la soie. Pour l'instant, c'est resté lettre morte. Vous avez bon espoir? Moi, je pense que le développement de l'Afrique aujourd'hui est inarrêtable. Donc la France s'adaptera, en effet, ou disparaîtra d'Afrique. D'ailleurs, il y a même un article dans Le Monde la semaine dernière, « L'Afrique doit-elle se séparer de Vincent Bolloré ?» qui est révélateur de l'ambiance qu'il y a actuellement, parce qu'un des autres projets qui est très intéressant, c'est la boucle ferroviaire qui passe par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, où M. Bolloré avait une société qui avait, empêché ce projet de se réaliser depuis des années. Donc là, il s'est fait, à la demande du président du Niger, je vais le dire diplomatiquement, mettre à la porte. Et donc, le Niger travaille désormais pour signer l'accord avec la Chine pour développer cette boucle ferroviaire dans la région. Donc, encore une fois, la France n'a pas saisi les opportunités qui se présentaient à elle, parce qu'elle veut rester dans cet ancien paradigme gagnant-perdant. Et ce projet-là, il va se terminer quand? Alors, l'étude qui a été présentée par PowerChina lors de cette conférence à Abuja a tablé sur 10 à 12 ans de réalisation du projet, physiquement. Donc, on parle là de 2030 pour, l'inauguration, si tout se passe bien, évidemment. Pour quel montant d'investissement? Ça, c'est encore à déterminer. La première partie, c'est 14 milliards, je crois, qui a été signé officiellement pour le départ du projet. Mais je pense que le projet sera quand même un petit peu plus cher. Mais juste pour vous donner un chiffre, parce que je pense que c'est important, le vieux paradigme dans lequel l'Afrique se trouve, ça a été rendu public il y a quelques semaines par la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies, Mme Vera Songwe, qui ont fait une étude sur le fait que 148 milliards de dollars par an s'envoler d'Afrique liés à la corruption. Donc si on cumule sur 10 ans, ça fait 15 000 milliards qui sont partis d'Afrique à cause de la corruption. Donc évidemment, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de capitaux pour se développer. Mais moi, je vais plus loin, c'est-à-dire que je dis, très bien, la Chine vient développer l'Afrique. Elle aide, elle fait des prêts. Mais l'Afrique doit se libérer de cette corruption, parce qu'avec ces 15 000 milliards, elle va nourrir tout le monde, donner accès à l'électricité à tout le monde, donner accès à l'eau à tout le monde, à la santé et à l'éducation. Ce qu'a fait la Chine ces 20 dernières années, l'Afrique peut le faire si elle se bat sur cette question spécifique de la corruption en particulier.
Vous voulez dire par là que l'Afrique devrait prendre exemple sur la Chine pour se lancer dans une campagne d'anticorruption Ah ben sévère. clairement, bien sûr. Et ça a commencé au Nigeria, au Ghana, dans plein de pays. Aujourd'hui, beaucoup de présidents ont été élus sur la base de campagnes anticorruption. Parce que c'est ce qui gangrène l'Afrique. 148 milliards par an. C'est 25% du PIB total du continent africain, un quart de l'argent qui s'enfuit. Et il s'enfuit souvent en Europe ou dans les paradis fiscaux. Donc évidemment, ça, c'est une priorité pour l'Afrique. Et je pense qu'à partir de là, elle aura non seulement les moyens de se développer par elle-même, et à ce moment-là, la Chine, la France, les États-Unis seront des partenaires de co-développement et pas simplement des pays qui viennent l'aider à se développer. Et là, ce sera encore une nouvelle phase dans laquelle entrera l'Afrique. Comme la Chine, après avoir développé pendant 20 ans ses infrastructures, rentre aujourd'hui dans l'ère de l'innovation, comme l'a annoncé Xi Jinping. L'Afrique doit pouvoir aujourd'hui rentrer dans l'ère de la non-corruption pour se développer par elle-même, pour elle-même et avec elle-même. Et évidemment, avec l'expertise des Chinois. Et c'est très intéressant puisque je cite souvent le rapport McKinsey que je conseille vraiment tout le monde de lire, qui est un rapport qui s'appelle La danse des lions avec des dragons et qui est vraiment le premier rapport occidental qui montre vraiment et qui met fin à toute la propagande qu'on a disséminée en France, puisque en fait sur les 3000 projets d'infrastructures financés par la Chine en Afrique, aujourd'hui 89% des salariés sont africains. 89% des salariés sont africains. J'allais vous poser cette question. Donc on estime à 3 millions sur tous les projets. Dans le projet, par exemple, du train entre Nairobi et Mombasa, qui est un des projets phares de la route de la soie, c'est 46 000 Kenyans qui ont été formés sur les 450 km de chemin de fer. Et à tous les niveaux, l'ingénierie, la gestion, conduire les trains, tout, ils ont été formés pour eux-mêmes continuer la ligne qui va continuer après jusqu'à la frontière ougandaise. Donc on voit même, il y a une politique de développement, pas simplement des infrastructures, il y a une politique aussi de développement des qualifications. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que les infrastructures en elles-mêmes, parce que ça crée aujourd'hui le contexte dans lequel les Africains vont pouvoir accéder par eux-mêmes à cette politique de développement. Ça veut dire que la présence chinoise en Afrique et les investissements chinois réalisés en Afrique contribuent à créer beaucoup d'emplois sur ce continent. Énormément. C'est ça que vous voulez dire. Hein. Mais pourquoi, pendant très longtemps, on a soutenu que c'était l'inverse ? Justement, c'était de la propagande, tout simplement. Donc c'est pour ça que je cite ce rapport. Certains Africains le disent. Hein. Bien sûr, certains Africains le disent, parce qu'il est vrai que dans certains pays, faut pas non plus être idéaliste. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs privés chinois. Certains cachent la forêt, peut-être. Voilà, il y a eu des entrepreneurs privés chinois qui sont venus, qui ont fait venir des gens pour travailler sur certains projets, qui n'embauchaient pas des gens. Mais Xi Jinping a mis fin petit à petit, est en train, puisqu'il y a encore des éléments, dans certains pays. Et puis il y a aussi certains pays où il n'y a pas de contrôle, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Et c'est aussi de ça qu'il faut sortir. Dans des pays mieux organisés comme le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, aujourd'hui, on met fin à ce type de politique. Certains disent que l'Afrique entre aujourd'hui dans l'ère du spatial. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? J'ai même beaucoup d'exemples, si vous voulez. Aujourd'hui, vous avez plusieurs pays qui sont déjà rentrés dans l'ère du spatial. À cette conférence à Abuja, j'ai rencontré les gens de l'agence spatiale du Nigeria, donc qui est une agence. Le Nigeria a déjà lancé, vous voyez, 5 satellites dans l'espace. Donc vous dites ça aujourd'hui en Europe, personne n'est au courant que des pays africains ont déjà une politique spatiale. Donc le Nigeria a lancé déjà 5 satellites. Et une chose très extraordinaire, c'est qu'il y a même un satellite européen de Biélorussie qui aujourd'hui travaille pour fournir des services de télécommunication Internet dans 36 pays africains et qui est géré depuis le centre de commande spatiale du Nigeria. Donc c'est des niveaux déjà de qualification extrêmement importants. Donc ça, c'est très peu connu en Europe. Donc ça, c'est un exemple. Et souvent, les gens pensent que, disons, quand on parle de spatial, que c'est de lancer des fusées, d'aller sur Mars ou je ne sais quoi. On a une vision un peu hollywoodienne. Mais en fait, si on regarde ce que fait l'Afrique avec ses satellites, en particulier le Nigeria, c'est détecter, par exemple, là où il y a de l'eau. C'est détecter la pollution dans les rivières, l'exploitation des mines illégales. Au Ghana, ils utilisent leurs satellites pour détecter ça. Le braconnage. Au Kenya, le Kenya a lancé... dernièrement, le 2 avril 2018 de cette année, a lancé son premier satellite depuis la Station spatiale internationale, qui est un nanosatellite. Donc, ça fait la taille d'une tasse de café, quoi. C'est très petit.
Et donc, ça lui sert à surveiller les côtes et à lutter contre le braconnage, puisqu'il y a eu au Kenya, qui est beaucoup basé une économie sur le tourisme. Il y a plus de 7000 éléphants qui ont été malheureusement tués pour leur ivoire. Donc maintenant, grâce à la surveillance par imagerie, par satellite, ils sont capables de suivre les troupeaux et voir des mouvements anormaux pour lutter contre le braconnage avec des équipes au sol. Donc le spatial, ce n'est pas juste la conquête de l'espace, c'est faire des cadastres. Au Nigeria, où j'ai rencontré les ingénieurs, ils font un cadastre pour l'ensemble du pays. L'Afrique n'a pas de cadastre. Ça permet de mapper, si vous voulez, les terrains. C'est à des fins très pragmatiques. C'est très pragmatique. Ouais, ça permet de prévenir des catastrophes naturelles. Il y a eu des grandes inondations au Ghana il n'y a pas longtemps qui étaient prévisibles s'ils avaient des technologies. Donc c'est des choses qui apportent énormément, en fait, dans le développement de l'Afrique. Et vous avez même en Éthiopie la Société italienne des sciences de l'espace, qu'on a longtemps appelée la Société des fous. Donc ça, c'est très connu là-bas, puisqu'on disait, mais qu'est-ce que ces gens veulent faire un satellite ici, une station de surveillance. Aujourd'hui, elle existe, elle est fonctionnelle depuis 10 ans, et elle fournit même des données à l'ensemble du monde. Donc le Nigeria va mettre son premier astronaute dans l'espace d'ici à 2030. Donc aujourd'hui, on a plus de 6 pays qui ont déjà lancé des satellites, enfin 4 pays qui ont déjà lancé des satellites et qui leur servent pas simplement pour le prestige, mais qui leur servent au développement réel de leur population sur place. Je voudrais savoir pourquoi vous vous intéressez tant au continent africain. Personnellement, parce que moi, je suis un économiste physique, comme on dit. C'est-à-dire que je pense que l'économie, la base de l'économie, c'est le développement des infrastructures, c'est le développement de la science, de la technologie, de la recherche. Que malheureusement, dans mon pays, disons en Occident, si je prends plus généralement, depuis les années 70, on est passé dans une logique d'économie purement financière qui nous a mené à des cracks comme en 2007. On est aujourd'hui devant un nouveau crack et qu'aujourd'hui, il est nécessaire de revenir à cette politique de développement industriel. Et aujourd'hui, on a la chance que ce nouveau paradigme qui est juste à côté de nous, qui réinvestit justement dans les technologies du futur, dans les technologies à long terme. On voit, moi j'étais ébloui devant le premier lancement du satellite quantique chinois. Je veux dire, c'est magnifique de voir ça aujourd'hui. C'est-à-dire que alors que la France était pionnière dans ce secteur technologique de l'espace. Donc c'est comme ça qu'on va relancer l'économie au niveau mondial. Et puis après, il y a l'aspect évidemment humaniste. Moi, je suis humaniste. Donc l'Afrique est un des pays qui a le plus souffert, enfin, il n'y a pas une compétition, mais qui a beaucoup souffert et qui continue. Et aujourd'hui, je vois justement que on sort de cette politique d'aide au développement et qu'aujourd'hui, l'Afrique rêvait des pères fondateurs et de Cheikh Anta Diop, qui était le grand historien africain. Lui disait l'Afrique, en 1952, doit rentrer dès maintenant dans l'ère atomique et dans l'ère spatiale. Déjà en 1952. Et tout ça a échoué. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce rêve des grands penseurs africains est en train de se réaliser. Et ça, pour moi, c'est tout simplement passionnant. Parce qu'il faut voir le film qui a été fait sur le projet au Kenya. On voit toute une population derrière ce projet, des gens prêts à travailler 10 heures par jour. Ils ont fait le projet en même pas 2 ans et demi, parce que les gens voulaient leur train. C'est un peu ce qu'on a connu en France avec les 30 Glorieuses. Hein. On a connu ce modèle de développement à une époque. Mais c'est vrai que depuis les années 70, on a changé de modèle et ce n'est pas une réussite.